Les actualités en infectiologie, je suis le docteur Cazorla du service de médecine interne. Donc, juste pour savoir ce qu'on fait dans le service, on fait de la médecine interne et de l'infectiologie. On est actuellement 4 infectiologues. On a une petite réunion le vendredi après notre staff que Jade Kerbage a intitulé What's Hot, où on fait, théoriquement à tour de rôle, mais c'est toujours Jade qui s'y colle, une revue des actualités en infectiologie dans le monde, de manière à ce qu'on ne passe pas à côté d'une épidémie en cours. Et je me rappelle le jour où Jade nous a présenté le pangolin avant l'épidémie de Covid. Donc on a plusieurs sources. Il y a le CDC européen, et je vous recommande un site qui s'appelle Worldometer, qui est un site où il y a les actualités en temps réel des maladies dans le monde, et c'est vraiment bluffant, puisque quand on a eu nos cas de Covid en Calédonie, j'allais vite sur le site, et en Nouvelle-Calédonie, ils incrémentaient dans les 24 heures le cas de Covid supplémentaire. Donc c'est vraiment une source fiable, et vous pouvez voir qu'il y a 1 million de morts du Covid aujourd'hui, 800 000 suicides aujourd'hui dans le monde à cette heure-là. Donc ça permet de comparer les maladies entre elles, c'est pas mal pour prendre du recul. Là récemment, il y a une épidémie de Vibrio fulnificus aux États-Unis. Ça a un petit peu résonné, puisqu'il y avait eu une épidémie ici de 4 cas mortels en 2015. Une autre source d'actualité et de mise à jour des infections en cours, c'est le site de Santé publique France. Alors là, il y a plusieurs problématiques mélangées. Vous allez comprendre le lien qui ne paraît pas évident comme ça. Il y a d'abord dans les publications européennes du réseau de santé publique une épidémie de décès, des morts liées à des bactériémies sur des cathés périphériques. Donc le soin qui tue, c'est une actualité en métropole. C'est aussi une actualité ici, raison pour laquelle le 10 novembre, c'est le 19 novembre, il y aura une journée à l'hôpital qui s'appelle la journée Casser la voix, où on va passer dans tous les services pour voir si les patients sont perfusés et pour quelles raisons, et si la perfusion n'est pas abusive. L'objectif étant de sensibiliser les médecins à retirer plus tôt ou à ne pas perfuser. Cette initiative va être aussi étendue aux autres hôpitaux de Calédonie. Le petit diagramme que vous avez peut-être vu tout à l'heure à la présentation en salsiccia, c'est outre la problématique nosocomiale des infections sur voie, il y a une problématique communautaire d'infection à Staphylococcus aureus en Calédonie. Et il y a, retenez bien, dans vos furoncles de médecine de ville, 40% de SARM, de Staphylococcus aureus, qui sont résistants à la méticilline. C'est une épidémiologie très particulière à la Calédonie, dont on doit tenir compte dans la prise en charge thérapeutique. L'atelier doit être interactif. Voilà 2 photos de patients qui sont venus à notre consultation. Un petit garçon de... Koumak, je crois. Ponériouin, et une dame de Koumak. Ces 2 personnes ont la même pathologie. Ah, on peut éteindre ? Effectivement, le petit garçon, il a une lésion hypochrome de la joue, qui durait d'ailleurs depuis plusieurs années. Et cette patiente-là avait également des lésions. Alors, si je vous dis les caractéristiques des lésions, ce sont des lésions non prurigineuses, hypochrome et avec une hyposensibilité de la zone dépigmentée. Donc, c'est 2 cas de lèpre. Alors, c'est chiant parce que c'est une lèpre sur peau blanche qui avait un aspect d'urticaire. Hein. Ça avait été pris pour une urticaire, mais, alors que c'était permanent. C'est très piégeux, c'était une lèpre lépromateuse. Et le petit garçon avait aussi une lèpre lépromateuse avec une histoire familiale de lèpre et une paralysie du sciatique poplité externe. Donc le tableau était complet, mais c'est des présentations piégeuses. Pensez-y, puisque l'année dernière, il y a eu 10 cas de lèpre en Nouvelle-Calédonie, dont 3 qui concernaient des enfants, ce qui est une épidémiologie inhabituelle. Ça épargne d'ordinaire les enfants. Et depuis 2016, il y a eu 13 cas de lèpre pédiatrique.
Juste, puisque c'est quand même actualité en infectiologie, un petit mot sur la tuberculose qui est toujours là, avec un bruit de fond. 2019, il y a eu 32 cas, dont 6 qui étaient bacillifères. Et la leptospirose, alors il n'y a pas eu beaucoup de communication cette année, mais pour des raisons, il y avait d'autres sujets. Il y a quand même eu, sur les données de la DAS, 50 cas de leptospirose et 4 décès. Hein, c'est quand même une mortalité, il va falloir lisser sur l'année, hein, mais c'est une mortalité qui est supérieure à celle des années précédentes. Une autre actualité, c'est l'antibioguide 2020. Ça, c'est pas des chouquettes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était des chouquettes. Bon, c'est vrai que je comprends la question, mais non, c'est du Staph aureus. Du Staph aureus, parce que bon, on a voulu sur la plaquette de l'année précédente, des années, il y a 5 ans, je sais pas, il y a 4 ans, on avait mis des bacilles gram négatifs parce qu'à l'époque c'était notre problématique, et là on avait vraiment voulu mettre le paquet sur le Staph aureus qui est vraiment un fléau en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une plaquette c'est un travail qui a été assez long, collégial. On a eu bien le CHT, le CHN, l'ADAS et l'Institut Pasteur qui ont participé. Je reviens un peu sur la façon dont on a fait cette plaquette. Donc on n'a pas recopié les recommandations françaises. On a dû faire un travail d'adaptation à l'épidémiologie locale, non seulement avec des pathologies qu'on a plus ici et qui sont très faiblement représentées en France, mais aussi on a dû ajuster les antibiotiques à la résistance des bactéries en Nouvelle-Calédonie. Et ainsi, vous allez voir un petit peu plus tard qu'on a été obligé de considérer le staphylocoque doré résistant à la méticilline. On a dû aussi faire des choix pour inciter les prescripteurs à prescrire correctement le bon antibiotique, le moins longtemps possible, à la bonne dose, et avec toujours l'obligation de réajuster son antibiothérapie à 24-48 heures. Il y a un impact de l'antibiothérapie sur le microbiote. On parle beaucoup du microbiote thérapeutique. On nous pose souvent la question des levures que certains prescrivent en complément des antibiothérapies. Il n'y a pas tellement de données dessus. Par contre, il y a beaucoup de données sur l'impact des antibiotiques sur le microbiote, avec des antibiotiques qui ont un impact différent. Donc vous voyez que la furadentine a un impact sur le microbiote très faible, et les antibiotiques qu'on connaît bien, qu'on prescrit bien, c'est des antibiotiques qui fonctionnent bien, Augmentin, Bactrim, Quinolone, céphalosporine de 3e génération, ont un impact majeur sur le microbiote. Dit autrement, quand vous prenez de l'Augmentin au niveau de votre tube digestif, par exemple parce que vous avez vous êtes une personne âgée qui a une pneumopathie, donc vous avez de l'Augmentin. L'Augmentin va non seulement traiter la klebsielle pulmonaire, c'est l'objectif, mais va aussi, au niveau du tube digestif, ça c'est pas du tout l'objectif, sélectionner des Escherichia coli. Ceux qui sont sensibles à l'Augmentin, ils vont aussi être détruits par l'antibiothérapie au profit des Escherichia coli sécréteurs de bêta-lactamase qui vont ainsi coloniser le tube digestif. Et après, du tube digestif aux voies urinaires, finalement, la distance n'est pas très longue. Et c'est comme ça que d'une antibiothérapie par Augmentin ou fluoroquinolone, on se retrouve avec un portage urinaire de BLSE. Ce n'est pas un impact direct, hein, ça passe par une sélection au niveau du microbiote. Vous avez, bon, j'ai compris. Tout compte la molécule, la pharmacodynamique, la première dose et la durée du traitement. Ça, c'est une autre diapo sur le même thème avec la référence de la publication en bas. Donc, même l'amoxicilline a... Ah oui. Même l'amoxicilline a un impact sur la diversité du microbiote à long terme, qu'il soit administré par voie orale ou par voie intraveineuse. Et pareil pour la clindamycine, la dalacine, hein, qui a un impact à long terme. Donc il faut avoir ça en tête quand on prescrit des antibiotiques. Je passe à complètement autre chose. Dans les nouveautés qu'on a incorporées dans le nouvel antibioguide, qui sera sous peu diffusé à l'ensemble des médecins généralistes
du territoire. On a intégré aussi quelques nouveautés, dont le Quick SOFA, qui est un critère de surveillance quand il y a un sepsis, que nous on prescrit volontiers à nos infirmiers, ou qui est un moyen assez rapide de détecter le sepsis qui va mal tourner. C'est-à-dire quand on a un score de 2, chaque item comptant pour 1, notre patient est à risque de surmortalité du fait de son sepsis de plus de 10%. Ainsi, quand on a un patient qui rentre pour une pneumopathie, nous, c'est le soir, on part, on sent qu'il est instable, mais tous les paramètres sont au vert, on demande à l'infirmier de surveiller, par exemple, toutes les 2 heures ou tous les 4 heures, la conscience, la fréquence respi, la pression artérielle, et si, par exemple, il a 32 fréquences respi plus une tension artérielle à 9, le score est à 1 plus 1, 2, c'est un patient qui va dévisser, donc il faut appeler les ressources médicales qui sont sur place. C'est interactif, mais vous n'allez pas répondre, vous répondez dans votre tête. Le but, c'est pas de tester les connaissances des gens, loin de là. Je vais faire quelques diapos, ça sera la plus grosse partie, sur les infections urinaires. Avez-vous prescrit du pivmécilinam en 2020? Savez-vous si le trimétoprime est disponible en Nouvelle-Calédonie? C'est pas le trimétoprime plus sulfaméthoxazole, c'est le trimétoprime tout seul. Quelle est la prévalence de la résistance en Nouvelle-Calédonie en 2019 des Escherichia coli responsables d'infections urinaires de l'adulte? Quelle est la durée de traitement d'une prostatite aiguë? Quelle est la durée de traitement d'une pyélonéphrite aiguë simple? C'est bon, vous avez... Il y aura dans l'antibioguide des tableaux qu'on a été contraint de laisser, même s'ils alourdissent un petit peu le texte, c'est que dans les infections urinaires, il y a des paramètres à prendre en compte. Les facteurs de risque de complications, qui sont assez, finalement, c'est assez trivial, hein, l'immunodépression, l'insuffisance rénale, le fait d'être un homme et le fait d'avoir une anomalie anatomique sur l'arbre urinaire. Il y a des critères de Fried qui sont des critères de fragilité du sujet âgé, mais finalement, quand on les lit, c'est assez intuitif, hein. Une personne âgée de plus de 75 ans est fragile, mais une personne de plus de 65 ans qui est fatiguée, qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, peu endurant, qui marche lentement et qui a maigri, je pense qu'intuitivement, on la positionne en personne à risque. Et après, il y a un autre paramètre qui est un peu plus difficile à retenir, mais ça doit être un réflexe. Est-ce que notre patient est à risque de bêta-lactamase à spectre élargi? Donc, ceux qui sont à risque, pour retenir simplement, c'est ceux qui ont été hospitalisés ou qui sont institutionnalisés, ceux qui ont eu des antibiotiques récemment, dans les 3 mois, parfois 6 mois pour les fluoroquinolones, et ceux qui ont voyagé en zone d'endémie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Antibiothérapie récente, hospitalisation récente ou EHPAD, et le fait d'avoir voyagé dans une zone à risque. J'ai remis les seuils de l'infection urinaire. Le seuil de leucocyturie n'a pas changé. Il y a des petites subtilités pour le seuil de bactériurie en fonction du germe. Bon, si vous retenez 10,3, c'est déjà bien. Après, la bandelette urinaire, c'est un bon examen. Il faut en connaître les limites. Ça a une bonne valeur prédictive positive chez l'homme. Et ça a une bonne valeur prédictive négative chez la femme, sous réserve qu'elle ne soit pas immunodéprimée. Ça, ce sont les résistances d'Escherichia coli responsables d'infections urinaires en 2019. Donc je vous laisse prendre connaissance des chiffres. C'est un peu inquiétant, puisque je les ai classés par... bon, voilà, donc Escherichia coli, Augmentin, Bactrim, amoxicilline, il y a vraiment un taux de résistance important. C'est pas négligeable, hein, pour les quinolones non plus. Après, on va passer un par un, mais vite, les principales infections urinaires de ville. Hein. Je n'ai pas traité l'hospitalier en détail. Donc, cystite simple, durée de traitement 1 jour, mononurile monodose. En deuxième intention, les recommandations seraient le pivmécilinam ou Célixide, 500 un matin et soir, 5 jours. Les quinolones n'ont plus leur place en traitement de première intention de la cystite.
Les cystites à risque de complications. Donc c'est les cystites chez les sujets qui étaient en haut à droite. Les femmes âgées, immunodéprimées, qui ont des obstacles sur les voies urinaires. La durée de traitement, on peut faire que 5 jours. En général, il faut faire un ECBU, obligatoirement. Et puis, si on peut, on diffère l'antibiothérapie. Alors ça, c'est difficile, parce que soit c'est vendredi, et puis voilà, ça, il faut traiter avant, soit vous savez que votre patientèle ne reviendra pas. Donc souvent, les médecins généralistes sont obligés de traiter de suite. Et idéalement, il est souhaitable de réajuster l'antibiothérapie. Si vous pouvez attendre, c'est mieux, parce que vous pourrez utiliser l'antibiotique avec le plus petit spectre, qui non seulement va coûter le moins cher, mais en plus va avoir le moins d'impact sur le microbiote. En gros, un bon choix, c'est la cystite simple, hein, c'est pas la cystite récidivante. Un bon choix, c'est la furadentine. Très faible impact, pas cher, pas beaucoup de résistance. Un deuxième choix, c'est aussi le monurile endosunique. Là, pareil, hein, les C3G orales ou les quinolones, elles ont sauté des recommandations de première ligne. Les cystites récidivantes, c'est au moins 4 sur 1 an. Il y a plein de petits trucs qui peuvent vous permettre de ne pas forcément utiliser beaucoup d'antibiotiques. Alors, il y a en particulier le traitement de la cystite au cas par cas se fait comme la cystite simple. Mais ensuite, si vous voulez prévenir la cystite récidivante, par exemple, si vous avez une patiente qui a une cystite tous les mois, vous avez plusieurs options. D'abord, il y a des mesures qui sont soit les œstrogènes en application locale qu'il faut savoir proposer, ou la canneberge. Alors, c'est le proanthocyanide, la substance active. Il faut s'assurer de donner au moins 36 mg par jour, tous les jours, c'est pas remboursé. Après, il y a des cystites dans des situations particulières. La cystite post-coïtale, il y a des femmes qui sont embêtées avec ce genre de cystite. Il y a un traitement prophylactique qui est du Bactrim, un peu comme la PrEP pour le VIH. Hein, c'est un comprimé avant ou après le rapport. Et d'autres situations, des femmes qui font des cystites récidivantes, peu importe le facteur déclenchant, vous êtes autorisé à utiliser du trimétoprime. C'est un antibiotique qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Delprime. C'est 150 mg jour au long cours. On l'a fait référencer, comme on l'a mis sur la plaquette antibiotique, on l'a fait référencer par la DAS. Il y a une contre-indication formelle, définitive, du fait du risque de décès par hépatite fulminante, si vous donnez de façon répétitive de la furadentine. La pyélonéphrite aiguë sans signe de gravité, je ne vais pas vous passer le détail, parce qu'il faut retenir que le traitement, c'est 7 jours. Puisque vous allez en général utiliser une fluoroquinolone ou une C3G. Dans le cas où vous seriez amené à utiliser une autre molécule, le traitement peut être prolongé jusqu'à 10 jours. Je crois que c'est la dernière diapo de l'urine. Les infections urinaires masculines, le traitement c'est 14 jours. Pour les principaux antibiotiques recommandés, qui sont en première intention. Là aussi, si vous pouvez attendre le résultat de l'antibiogramme avant de donner l'antibiotique, c'est assez intéressant sur les prostatites, puisqu'il y a des antibiotiques à privilégier, dont les quinolones et le Bactrim, qui, quand vous pouvez les donner, doivent être donnés 14 jours. Il y a même une étude, mais qui n'est pas encore finie, qui s'appelle ProstaShort, où ils testent le traitement par fluoroquinolone des prostatites aiguës de l'homme jeune par 7 jours de traitement. On avait quand même moi j'avais en tête des durées d'antibiothérapie beaucoup plus longues sur les prostatites masculines. Enfin, oui, bien sûr. Il y a un poster sur la prostate féminine. Ah, ouais, je l'ai vu. Ensuite, un petit quiz pareil, peau et tissu mou. Donc, quelle est la prévalence du SARM communautaire en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi ne pas prescrire d'amoxicilline acide clavulanique dans une dermohypodermite non nécrosante, qui est le nouveau nom de l'érysipèle?
Quelle est l'antibiothérapie, la durée d'antibiothérapie d'une morsure et comment prévenir les récidives de dermohypodermite? C'est bon, vous vous êtes approprié le sujet. Alors, je crois qu'il y a une loupe. Oui. Ah non, elle ne marche pas. Ah, voilà. Pardon. Bon, on a présenté... c'est pas fait pour être projeté, mais c'était pour vous montrer comment va se présenter l'antibioguide. C'est assez complet, donc c'est écrit petit, puisqu'on a gardé un format qui rentre dans la poche. Mais il y aura aussi un format PDF. Par exemple, pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure... je vais pas... sur les furoncles... le furoncle simple ne nécessite pas d'antibiotique. Le furoncle qui nécessite une antibiothérapie parce qu'il est gros, parce que le sujet est fragile, l'antibiothérapie qui est recommandée en première intention, c'est de la piostacine parce qu'on a été obligé de mettre une antibiothérapie qui couvre le sarme. La deuxième intention, c'est de la clindamycine parce que c'est aussi une antibiothérapie qui couvre le sarme. L'augmentin serait inapproprié puisqu'il couvrirait le Staph aureus metis, mais pas le sarme, alors que, si vous avez retenu, le sarme communautaire représente presque la moitié des Staph aureus de Nouvelle-Calédonie en ville. Ensuite, pour répondre aux autres questions, chez l'adulte, la dermohypodermite, le germe, c'est du strepto A, donc l'antibiothérapie, c'est de l'amoxicilline, point barre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des antibiothérapies qui couvrent le staph. Les résipelles simples, standards, c'est amoxicilline. C'est différent chez l'enfant. Les morsures, c'est très court. C'est 5 jours la durée de traitement d'une morsure. La piostacine, ça ne marche pas sur les morsures, ça ne couvre pas un germe qui s'appelle la pasteurelle. Donc la piostacine, c'est un très bon antibiotique, mais pas dans la morsure. Donc, 40%, c'est une diapo que Julien Collot vous a fait passer tout à l'heure. C'est une problématique actuelle dont on a a priori un petit peu compris le mécanisme. Pour la prévention, c'est une question qui est récurrente, à laquelle on répond sans certitude, mais néanmoins en remixant toutes les recommandations qui existent. Dans le cas d'une furonculose récidivante, concernant la diminution du portage du Staph aureus, il est recommandé de faire 7 jours de douche à la chlorhexidine, 7 jours de pommade mupirocine dans les narines, matin et soir, 7 jours de bain de bouche à la chlorhexidine matin et soir, du sujet malade et de tout son entourage vivant sous le même toit. Ici associe, je pense qu'en fait c'est un item qu'on devrait mettre avant, un renforcement des mesures hygiène, lavage des mains, lavage des serviettes de toilette, non partage des serviettes de toilette. Voilà, donc 7 jours de douche, 7 jours de mupirocine, 7 jours de bain de bouche. Ensuite, ça c'est de la fusidine, ça va être retiré du marché en Calédonie, oubliez-le, n'en prescrivez plus. Si vous en avez dans vos pharmacies, vous le jetez. Vous dites à vos patients également de le jeter. Maintenant, c'est la mupirocine. Il y a trop de passages systémiques de la fusidine qui entraînent l'émergence de staphylocoques dorés méticillino-résistants. J'ai bientôt fini. Pareil, sur les dermohypodermites, les érésipèles, le germe c'est du strepto A, donc c'est assez facile à traiter avec de l'amoxicilline ou de la pénicilline G quand les gens nécessitent une hospitalisation. Il y a un petit changement à l'antibioprophylaxie par des intramusculaires d'extensiline une fois par mois. C'était avant à partir de 3 épisodes, maintenant c'est à partir de 2 par an. Après, il ne faut pas oublier de proposer le traitement des portes d'entrée. Ça, c'est pas facile en pratique. Et aussi de proposer un traitement des facteurs favorisants comme les lymphœdèmes, soit du membre inférieur, soit du membre supérieur après chirurgie de cancer du sein, par les drainages lymphatiques et éventuellement la prophylaxie intramusculaire si jamais les dermohypodermites sont récurrentes. Une petite diapo, après c'est la petite surprise. C'est une petite surprise d'infectiologue, ne vous attendez pas à un truc non plus
On a intégré dans l'antibioguide des subtilités locales, comme... non, ça, c'est pas une subtilité locale. C'est juste pour vous rappeler ou vous dire que la syphilis, maintenant, c'est soit précoce, soit tardif. Donc, soit on fait une injection d'extensiline, soit on en fait 3. Il y a des autres schémas qui traînaient de précoce-tardif, tardif-précoce. On ne comprenait rien, il fallait en faire 2, donc c'est 1 ou 3. Et enfin, une subtilité locale, là où on a vraiment une aide précieuse du labo, c'est qu'en Calédonie, les gonocoques endémiques, on va dire, sont très sensibles. Donc on peut se permettre, quand on fait un traitement d'une cervicite ou d'une urétrite, de donner de l'extensiline, du Zithromax et du Flagyl, alors que les recommandations en métropole pour traiter le gonocoque, ça serait de donner une céphalosporine de 3e génération. Ici, la sensibilité du gonocoque fait qu'on se permet d'utiliser un antibiotique à un petit spectre. Comme vous êtes là, le guide n'est pas publié, il va être publié, je ne sais pas quand, mais si vous le souhaitez, je vous l'enverrai par mail, sous réserve que vous en fassiez la demande. Voilà, c'était ma petite contribution à votre venue.